Les causes sont multiples en réalité, et on pourrait peut-être essayer de distinguer voilà, ce qui s'est joué dans ces manifestations, dans cette révolte, euh, ce qui en a été perçu, transmis par les médias, et, euh, et à quoi on aboutit derrière, en fait. Ce qui se joue dans le monde agricole, déjà, pour repasser un petit peu dans le contexte, c'est que on est dans un secteur qui connaît un plan social sans précédent, qui passe globalement sous les radars. Quand tu sais que on était à 1,5 million d'agriculteurs en France au début des années 80, qu'on est passé à moins de 400 000 aujourd'hui. Voilà, il y a eu une délocalisation de notre agriculture, hein, finalement, comme ça s'est joué dans l'industrie et dans d'autres domaines. Donc, on se retrouve à nourrir toujours autant de personnes en étant moins de professionnels, donc avec des fermes plus grandes, plus mécanisées, un taux d'endettement qui augmente. La question du revenu, voilà, elle est centrale, évidemment. Vivre de son métier dignement. Alors, on pourra peut-être voir un peu plus tard qu'en fait, on est aussi dans une profession qui est quand même très diverse. Certains s'en sortent très très bien, voilà, quand d'autres touchent le RSA, par exemple. 11 000 paysans sont contraints de bénéficier du RSA euh, pour survivre. Il y a une grande détresse, clairement, on le sait, le chiffre est connu, 2 suicides par jour dans la profession, parfois des injonctions contradictoires, produire toujours plus à un coût moindre. Voilà, il y a une multitude de facteurs, une fatigue qui a explosé tout simplement là, en janvier-février 2024. Et ça, c'est un petit peu ce qui s'est joué. Euh, il y a ce qui en a été perçu. Voilà, le rôle des médias a quand même été primordial, comme toujours, pour retranscrire ce qui se jouait. Et clairement, enfin, moi, quand j'écoutais dans les médias ce qui se disait et ce que j'entendais, ce que les collègues me disaient ou ce qu'on entendait dans les ronds-points, voilà, il y a un monde en fait. Et ça s'explique à la fois par le rôle du syndicat majoritaire qui a su habilement récupérer cette colère pour défendre ses propres intérêts et les intérêts de ses dirigeants principalement, qui sont finalement une minorité dans le monde agricole, mais qui tire les ficelles très, très clairement. Et puis aussi le rôle des médias, très, très clairement, là, tout récemment, une étude est sortie par l'Université de Toulouse avec des chercheurs qui ont analysé un petit peu la presse régionale, nationale, les réseaux sociaux. Voilà, très clairement, la parole qui a été retranscrite n'est pas celle de la base, elle va être celle des dirigeants du syndicat majoritaire. Petit exemple, par exemple, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, est cité dans la presse quotidienne régionale 340 fois, quand Laurence Marandola, qui représente la Confédération paysanne, est citée 7 fois. Voilà. Donc, ce qui ne représente absolument pas les rapports de force au niveau des élections professionnelles. Euh, voilà, donc, Juste, c'est les conditions de travail qui sont en cause, c'est-à-dire trop de travail et les revenus qui ne sont pas assez hauts, les deux. c'est un tout. C'est un tout. On a des conditions de travail voilà, qui se dégradent hein, très, très clairement. On est de moins en moins nombreux. Les anciennes solidarités jouent de moins en moins. Donc, il y a aussi un isolement qui est très important sur les fermes. Avec, comme je te le disais, un taux d'endettement très, très élevé, une course à l'agrandissement, des injonctions, voilà, une course au rendement. Il faut produire toujours plus sans aucune certitude de ce que tu vas pouvoir vendre. Si déjà les aléas climatiques et autres te permettent de produire, derrière, il faut pouvoir vendre. Quand tu es sur ce qu'on appelle des filières longues,
Tu te retrouves dépendant des marchés financiers, tu te retrouves dépendant de la grande distribution. On a beaucoup parlé des Galim. La vente directe, c'est pas plus simple, hein. On est sur des façons de fonctionner différentes. N'empêche qu'il y a cette partie de commercialisation. La surcharge de travail dont je parlais, elle est à prendre en compte aussi. Clairement, on est dans une profession où bah, tu sais que quand tu es éleveur, tu travailles du lundi au dimanche. Voilà, ça fait partie du métier. C'est une chose, mais si tu rajoutes à ça l'incertitude permanente de ne pas savoir si tu vas pouvoir vivre de ton métier, parfois la double activité, certains sont obligés de prendre un emploi à côté, où tout repose sur la compagne ou le compagnon aussi. Euh, tu additionnes un petit peu tous ces éléments, il y a une charge mentale voilà, qui est primordial et d'où le mal-être et la détresse voilà, qui s'exprime et qui s'est exprimé à cette occasion. Donc, je parlais de ce qui s'est joué, de ce qui en a été retranscrit ou perçu. Et puis ensuite, il y a ce qui en sort. Bah, très, très clairement, on voit bien qu'il y a une victoire syndicale de la FNSEA qui se vante d'avoir réussi à faire passer une centaine de mesures. Voilà, ce sont des mesures qui ont été présentées par Gabriel Attal, qui répondent absolument pas aux enjeux. Alors certes, il y a eu quelques mesures d'urgence en termes de trésorerie sur certaines filières, pas toutes. Quid des fruits et légumes, de l'apiculture, voilà. Tout un tas de filières sont quand même mises de côté. Mais les grands vainqueurs sont encore une fois les plus gros, hein, les plus gros exploitants, qui sont déjà ceux qui touchent le plus de primes PAC. Euh, et ce sont ces personnes-là qui ont l'oreille, c'est historique, c'est connu, voilà, des gouvernements successifs. On dit toujours que le président de la FNSEA et le ministre de l'Agriculture bis en France, c'est concret. On le voit très, très clairement dans les mesures annoncées. Et puis, en ce moment même, là, se joue la future loi d'orientation agricole qui va être discutée au Parlement. Et là encore, on n'y est pas, clairement, on n'y est pas. Euh, Quand tu sais que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans, il y a un enjeu de renouvellement des générations et des pratiques aussi, évidemment, primordial. Et rien dans ce projet de loi ne peut nous pousser à être optimistes, hein, très, très clairement. On a vu que les paysans n'arrivaient pas à vivre en fait, de leur travail. Il y a plusieurs causes à ça. La première qu'on a entendue, c'est les prix du marché. C'est-à-dire que on n'achète pas aux agriculteurs à la vraie valeur de leur travail, quoi. Euh, Quelles mesures, toi, tu verrais pour qu'on puisse faire ça? C'est-à-dire qu'on ne soit pas soumis, en gros, au prix du marché international. Parce que c'est un peu ça. On se retrouve avec des produits qui peuvent venir de l'autre bout de la terre, parce qu'ils sont moins chers, finalement, à la vente, que la production locale. Alors, est-ce qu'il faut jouer sur les prix? Est-ce qu'il faut jouer sur le protectionnisme? Et Alors, c'est une grande question sur le protectionnisme parce que le protectionnisme peut nous renvoyer à une certaine vision portée par l'extrême droite, assez stérile, hein, se renfermer sur nos frontières, sur nos terroirs. Euh, il faut évidemment jouer sur les prix. Il y a bien souvent de la vente à perte. Ça, c'est pas acceptable. La question du revenu, je le disais, elle est centrale. Euh, alors, si je voulais répondre très rapidement à ta question, je pourrais dire tout simplement, sort du capitalisme, en fait. Voilà. On est dans un bain, clairement, on est dans le sud-ouest ici, si je prends un peu une image, nous, par rapport à la production de nos produits et à leur vente, c'est un peu comme si on disputait un match et qu'on le dispute à l'extérieur, sur le terrain de l'adversaire, avec des règles qui sont fixées par l'adversaire, qui changent en permanence avec un arbitre qui est quand même assez dur, qui sort le carton rouge voilà, plutôt régulièrement, c'est pas jouable. Malgré tout, on en est là. Il faut faire avec les règles et ce bain ambiant dans lequel on est.
Donc, les mesures d'urgence, ça va être de commencer par sortir des traités de libre-échange. Euh, Déjà, c'est juste pas possible quand on voit sur les rayons des supermarchés le haricot du Kenya, la tomate d'Espagne ou le miel d'Ukraine, par exemple, on peut juste pas s'aligner. Et c'est ce qui s'est joué aussi dans ces manifs quand le syndicat majoritaire nous disait trop de normes, il faut sortir les normes environnementales. C'est, moi, je crois que l'enjeu n'est pas là parce que les normes environnementales et sociales nous protègent en réalité. Elles protègent nous, producteurs, et elles protègent les consommateurs, les citoyens. C'est illusoire de croire qu'en supprimant des normes, on pourra devenir compétitif face au Maroc, au Brésil et à tout un tas de pays où les travailleurs sont exploités. Et en ce sens, le protectionnisme, finalement, il est illusoire aussi parce qu'il va nous faire croire que en refermant nos frontières, on va se retrouver protégé de tout. Euh, une mesure, par exemple, comme celle des prix planchers, elle a justement ce mérite de poser la question du prix. On n'accepte pas la vente à perte. Il faut qu'un producteur puisse payer ses charges, ses cotisations, se payer, évidemment, vivre dignement de sa production. Euh, mais on peut très bien aussi, il ne s'agit pas de fermer toutes les frontières, très clairement. Je peux prendre un exemple qui est celui du miel. En France, on produit pas assez de miel. On en produit beaucoup moins que ce qu'on consomme. Donc, pourquoi pas de l'import? L'idée, c'est aussi de pouvoir permettre à nos collègues sur d'autres pays de vivre et de vivre dignement. L'avantage des prix planchers ou des prix minimum d'entrée, c'est ça. C'est-à-dire que on va à la fois protéger les paysans ici en France en garantissant un prix minimum qui est celui de la dignité et dans le même temps permettre aussi de relever dans d'autres pays les standards sociaux, environnementaux. Vous voulez vendre en France, pas de problème, mais vous le faites au prix qui est fixé pour ce produit-là. Globalement, je pense qu'avec les frais de transport, les producteurs, les paysans français seront toujours un petit peu plus compétitifs et couleront leur production. Voilà, mais ça passe pas. Et la grosse problématique aussi, quand on dénonce ces accords de libre-échange, et je pense que les paysans sur le terrain à la base comprennent bien ces enjeux-là, sauf que leurs dirigeants, bien souvent, tiennent un double discours parce qu'en réalité, les plus gros, les céréaliers de la Bosse, certains viticulteurs sont des exportateurs. Et eux n'ont pas du tout intérêt à ce que ces accords de libre-échange soient remis en cause. On exporte un tiers de nos céréales en France. Voilà. Donc, Parce que l'enjeu, du coup, c'est pas de développer une agriculture paysanne, comme on a souvent entendu ça, face à une agriculture industrielle, j'allais dire. Et du coup, comment on pourrait faire ça? Parce qu'on voit bien qu'il y a cette volonté, il y a aussi cette demande d'avoir des produits, j'allais dire, locaux, de qualité, etc. Mais on est envahi par un agroalimentaire qui est extrêmement puissant. Et du coup, c'est peut-être toute la structure de l'agriculture qu'il faudrait modifier. Et j'allais te poser une question. Comment? Comment faire? comment? Alors, j'espère que la réponse, on va la trouver tous ensemble, hein. Ça doit dépasser les corporatismes et les paysans. Ce sont des enjeux de société autour de l'alimentation. Comment on produit cette alimentation? Pour qui? Il y a beaucoup de questions en une. En réalité, oui. Alors, l'agriculture paysanne, ça serait un petit peu long, mais une agriculture respectueuse de la terre, des hommes et des femmes qui la travaillent, respectueuse des gens qui consomment ces produits-là, en assurant un revenu, une autonomie de décision sur les fermes et sans confier les rênes de l'agriculture à des grosses entreprises ou à la finance, bien sûr. Euh, Comment on y arrive? C'est justement, voilà, c'est un vaste sujet. L'agriculture industrielle, c'est ce que je disais sur le projet de loi d'orientation agricole, il ne la remet absolument pas en cause. Il faut reprendre peut-être un petit peu l'histoire de l'agriculture, au moins ces dernières années. Après la guerre, il a fallu produire, nourrir un pays qui se relevait. On a promu cette agriculture industrielle et très clairement, on l'a fait et très bien fait.
voilà, avec des pesticides, avec des grosses machines qui sont arrivées. Tout ça s'est mis en place. Il y avait aussi sûrement moins de main-d'œuvre, donc il fallait réussir à produire plus en étant moins nombreux. On l'a réussi, on l'a parfaitement réussi. Aujourd'hui, très clairement, on voit bien qu'on arrive au bout de ce système. On y arrive au bout par rapport aux limites planétaires, par rapport à l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité, dans lesquels l'agriculture a un rôle prépondérant. Ça, c'est un constat à faire. Euh, et on y arrive aussi par rapport à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur la question du revenu, c'est-à-dire qu'il y a un plan social en cours, on a délocalisé notre agriculture et le gros paradoxe en réalité, c'est qu'on est un produit qui exporte, mais qui a du mal à nourrir plusieurs millions de personnes voilà, qui ne peuvent pas se nourrir du tout ou à minima suffisamment, et encore moins avec des produits choisis, sains et locaux. Est-ce que parmi les solutions, il n'y aurait pas plutôt des initiatives locales? Nous, on est dans les Hautes-Pyrénées. J'ai appris qu'il y a un président de Comcom qui veut essayer dans sa commune, dans sa Comcom, de créer une structure qui produirait les repas pour toutes les administrations de sa Comcom, toutes les écoles, tous les services, qui essaierait d'implanter un peu de maraîchage et qui essaierait d'acheter la majorité de son alimentation à des producteurs locaux. Est-ce que c'est pas par des initiatives locales de territoire que l'agriculture, peut-être, on peut la transformer? Aussi, toutes les bonnes idées, toutes les énergies sont bonnes à prendre, mais ça suffira pas. Le problème est structurel, très, très clairement. Et quand j'étais jeune, il y avait un slogan à la mode, c'était penser local, agir global. On n'en sort pas, on en est là aujourd'hui en 2024. Il y a des marchés financiers qui Ouais. dictent leurs lois. Il y a des responsables politiques c'est l'image que je prenais voilà, sur le fait d'avoir des règles du jeu qui sont imposées et qui sont bien souvent déconnectées des réalités. On le voit à l'échelon national, mais à l'échelon européen aussi. Je pourrais te reparler un petit peu de la PAC et donner un ou deux exemples parce que la politique agricole commune, elle est centrale là-dessus et que c'est un levier, c'est un outil. Mais évidemment, en attendant, il faut agir aussi localement et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il y a beaucoup d'acteurs au-delà des paysans qui agissent. Il y a des techniciens, il y a des associations, il y a des groupements sur l'agriculture biologique, sur l'accompagnement, l'installation, sur des modèles de ferme justement d'agriculture en agriculture paysanne qui font ce travail-là, qui ne sont pas aidés, les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc voilà, il y a évidemment cette piste. Et puis ensuite, il y a les leviers voilà, structurels. Si on parle de la PAC, très clairement, je peux prendre un ou deux exemples qui sont assez parlants. La France est le premier bénéficiaire au niveau européen de la PAC. Un chiffre, c'est 9 milliards d'euros. Voilà. Il y a un petit calcul tout simple qui est de mettre ce chiffre de 9 milliards d'euros en regard des 392 000 agriculteurs installés en France. Si tu fais une division basique, tu arrives à 23 000 euros par paysan, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'à minima, avec une répartition égalitaire, tu arrives à plus d'un SMIC par personne. Quand tu vois cette détresse, ces 11 000 collègues qui sont obligés de toucher le RSA pour survivre, euh, tu te dis, enfin, les moyens sont là. Et très clairement, d'un autre côté, on a aujourd'hui des agriculteurs qui touchent 100, 200 000, 300 000 euros tout simplement parce que la PAC, et en tout cas son premier pilier, est indexé à la surface, voilà, à l'hectare. Donc plus tu as d'hectares, plus tu es gros, plus tu touches. Plus tu es petit, moins tu touches. C'est scandaleux. Ça a été combattu, ça a été voilà, renouvelé là, sur la période actuelle qui couvre 2023-2027. On nous dit que c'est impossible d'y toucher. Hein, voilà, c'est 2023-2027. On a bien vu là, lors des récentes manifestations, que le Parlement européen ou la Commission, je ne sais plus, a retouché un certain nombre d'éléments de la politique agricole. Donc, même en cours de période, finalement, quand ils souhaitent le faire, c'est possible.
Malheureusement, ce n'est pas ces mesures-là qui ont été remises en cause. Je peux te prendre un autre exemple, c'est une anecdote peut-être, mais ça illustre un peu aussi, je parlais de lourdeur administrative et de perception qu'ont les paysans voilà, de cette chape de plomb. Donc, on a une PAC à l'hectare, tout simplement. Plus tu as d'hectares, plus tu touches. Mais il suffit pas d'avoir des hectares, en fait. Il y a ce qu'on appelle des DPB. Je la fais courte, hein. Des DPB, c'est des droits à paiement de base. Donc, qui te donnent justement la possibilité de toucher ces primes liées à l'hectare. Alors, quand tu hérites d'une ferme familiale, tu vas avoir tes hectares, les DPB qui correspondent. Mais ce n'est pas nécessairement le cas et un certain nombre de personnes ne bénéficient pas de ces DPB. Donc, tu peux te retrouver à avoir, je ne sais pas, 20 hectares par exemple, mais ne pas toucher les primes qui correspondent. Et, et ça, c'est assez inouï. À ma connaissance, ça n'existe dans aucun autre domaine en termes de subventions, primes dans le système social français. Si tu n'as pas de DPB, tu les achètes sur le bon coin. Voilà. On en est là, c'est-à-dire qu'on peut acheter sur le bon coin des droits à obtenir des subventions. Et ça, c'est anecdotique peut-être, c'est absurde, mais ça illustre bien à quel niveau de déconnexion on en est arrivé. Et il y a une mesure toute simple aussi, puisqu'on parlait de voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Déjà, sur la PAC actuelle, il faudrait imaginer tout simplement une PAC à l'actif. C'est-à-dire que sur une ferme, tu as un, deux, trois actifs, tu touches une PAC en conséquence, tout simplement. Et ça, c'est créateur, c'est de la création d'emplois. Euh, voilà, il y a un vivier d'emplois dans le domaine de l'agriculture. Si on veut effectivement moins de pesticides, moins d'intrants, des fermes à taille humaine, un peu moins de machinisme et des productions surtout diversifiées, arrêter avec ces monocultures de parcelles voilà, qui n'en finissent plus de s'agrandir. Euh, il faut en revenir à... Une autre question pour finir. Ouais, On voit qu'il y a une dans le inégalité dans le fait. traitement des agriculteurs. Tu viens de la décrire, selon, avec la PAC, selon la surface, etc. Et que ça n'aide pas forcément ce qu'ils font. Mais il y a aussi une inégalité, du coup, chez les consommateurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les consommateurs les moins riches vont être obligés d'aller vers des produits qui sont les moins bons, j'allais dire, ou les moins écologiques, les moins locaux. Bon, ils vont se retrouver avec de la malbouffe, comme on disait avant. Est-ce que, si on part dans l'autre côté, du côté des consommateurs, l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation qui serait à destination justement des consommateurs, mais pour acheter du local de la haute qualité, on va dire, environnementale, à ce moment-là, est-ce que ça peut être une solution? Je ne sais pas si c'est la solution ultime, en tout cas, moi, je pense que c'en est une, et surtout que c'est une solution c'est un peu mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire c'est une solution qui en ouvre d'autres, très, très clairement. La sécurité sociale de l'alimentation, elle est portée voilà, par plusieurs structures, Ingénieurs sans frontières, Réseau salarial, la Confédération paysanne et d'autres. Et elle a voilà, ce principe de faire entrer l'alimentation dans le régime de sécurité sociale. Euh, il est, euh, il est très stimulant et effectivement, il peut nous rendre optimistes. Il faut comprendre que ça peut reposer sur trois piliers, sur la cotisation sociale, sur l'universalité, comme la Sécu, mais aussi sur le conventionnement. Alors, on a ça dans la santé, des médecins vont être conventionnés, certains médicaments. Et là, ce qui est réfléchi, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est un conventionnement qui se décide démocratiquement. Il y a une vraie notion démocratique dans cette proposition qui peut permettre voilà, de mettre autour de la table des paysans et des citoyens pour décider collectivement quels produits on conventionne et quels produits sont concernés. Et on fait appel à l'intelligence collective, hein, tout simplement. Euh, et automatiquement, je ne suis pas inquiet, automatiquement, on va aller vers du produit local, sain. Il ne s'agit pas non plus sur les questions d'alimentation pour les gens qui travaillent le sujet, d'avoir un côté surplombant en allant dire, voilà, vous mangez, enfin, voilà, ça c'est de la malbouffe,
vous avez tort, on va vous expliquer ce qu'il faut manger. Ouais, c'est pas toujours possible. Moi, je crois que l'éducation populaire permet ça et j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers. C'était assez frappant. Très clairement, les gens sont pas dupes. Voilà, moi, c'était des ateliers dans les quartiers populaires. C'est plutôt eux, d'ailleurs, qui m'ont enrichi en termes de réflexion et sur des produits qu'on pouvait comparer, sur lesquels on pouvait discuter. Il y a une compréhension assez fine de ce qui se joue en réalité. Donc, il faut prendre en compte cette précarité, cette difficulté d'accessibilité à une alimentation choisie. Et la sécurité sociale de l'alimentation est, à mon avis, un des meilleurs leviers aujourd'hui pour l'atteindre. Clairement, aujourd'hui, on va avoir une majorité de personnes qui souhaitent s'installer qui sont ce qu'on appelle NIMA, non issues du milieu agricole. Voilà, donc ce sont des personnes pour qui ce métier est désirable, qui souhaitent, voilà, qui souhaitent s'installer paysans, mais qui ne peuvent pas le faire tout simplement parce que les fermes sont devenues trop chères, intransmissibles, et principalement le foncier en réalité. Et cette notion de foncier, elle est rattachée au commun et au droit d'usage. Voilà, est-ce que le foncier plutôt appartient à quelques propriétaires qui décident de le louer ou pas, de spéculer dessus, de faire construire des maisons, etc. Ou est-ce que les terres agricoles, voilà, Bien sont commun. à destination du bien commun et de l'usage qu'on en fait, à savoir une production, voilà, une production C'est quoi, en agricole quelque sorte sanctuarisé pour l'agriculture? sanctuarisée, tout à fait, avec des mécanismes, encore une fois, démocratiques qui permettent de lier leur usage à ce qui en est fait et ce qui peut être décidé collectivement. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on sorte des corporatismes. Je pense qu'il est assez dangereux de laisser les questions agricoles aux seuls agriculteurs et que l'alimentation nous concerne toutes et tous. Donc très clairement, il y a des enjeux de société à débattre collectivement, à travailler et des luttes à mener parce que tout ça va pas non plus se faire tout seul. Ça a été fait dans le Larzac, qui a été un beau laboratoire justement sur ces questions d'usage et de gestion des communs. Euh, Aujourd'hui, 50 ans ont passé, la situation s'est aggravée. On a une fenêtre de tir. Voilà. Il y a peut-être en conclusion un renouvellement des générations, une sociologie dans l'agriculture qui va se modifier en profondeur. Il faut que par ces débats de société, que par nos luttes, mais aussi par la formation, voilà, les jeunes qui arrivent, tous ceux qui souhaitent bifurquer, notamment, on en a parlé, euh, puissent trouver des relais et s'emparer de ces questions-là pour qu'on avance.